Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Plot et aujourd'hui je vais vous présenter l'analyse des méthodes de plaquage. Le but de ce projet s'agit donc de comparer les résultats et les différentes méthodes d'analyse d'épaisseur de plaquage, soit par méthode microscopique, qui est la référence, par fluorescence X, par méthode magnétique, au courant de Foucault, et par méthode chimique, qui sera faite avec l'absorption atomique. L'exposé se déroulera comme suit. Une théorie, les appareils utilisés, la méthodologie, les résultats et interprétations, une conclusion et on finira par les remerciements. L'électrodéposition s'agit d'une méthode de plaquage par passage de courant dans un circuit fermé composé d'un électrolyte et d'un minimum de deux électrodes, une anode et une cathode. L'électrolyte est une solution composée d'un sel, soit d'un cyanure, un fluoborate, un chlorure, un alcalin ou d'un sulfure lié à l'élément à plaquer. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un sulfate de zinc et d'un sulfate de nickel. L'électrolyte doit posséder la meilleure conductivité possible. L'anode est l'électrode ayant une carence en électrons. Elle est soluble dans l'électrolyte. Et la cathode est l'électrode ayant un surplus d'électrons. Elle fournit des électrons aux ions positifs dans l'électrolyte, afin qu'ils viennent se déposer à la surface. Certains paramètres, tels que la température, l'intensité, l'agitation, le temps, et certains ajouts peuvent influencer la qualité du plaquage. D'abord, la température influence en bien et en mal la qualité du plaquage. La température augmente la conductivité, la solubilité des sels, la mobilité des ions dans l'électrolyte, et elle diminue la tendance à obtenir un dépôt craquelé. Cependant, elle diminue la brillance et la dureté du dépôt à trop haute température. L'intensité est reliée à l'épaisseur et à la qualité du dépôt. Un courant trop élevé peut causer un dépôt spongieux, poreux ou craquelé. De plus, le courant a tendance à se concentrer aux coins et arêtes de la pièce. On peut pallier à ce problème en simplifiant la géométrie de la pièce ou répartir en plusieurs points de contact la cathode. Ensuite, l'agitation permet une distribution égale des ions dans l'électrolyte, ce qui permet un dépôt uniforme. L'agitation réduit le risque de polarisation, qui est la tendance où l'anode devient de plus en plus noble et que la cathode devienne de moins en moins noble. Les rôles s'inversent. Finalement, des ajouts tels que du nivelant ou du brillanteur influencent la qualité du dépôt. Le nivelant permet d'égaliser le plaquage afin que le dépôt soit plus uniforme. Puis, le brillanteur, comme son nom l'indique, augmente la brillance de la pièce. Mais une addition judicieuse est nécessaire, car en trop forte concentration, il a tendance à créer un dépôt craquelé. Maintenant, les appareils utilisés lors de ce projet ont été la scie de précision, les polisseuses automatiques, les appareils de courant de Foucault, la fluorescence X et l'absorption atomique. La méthodologie. Deux types de plaquages ont été faits. Un au zinc sur 5 plaquettes d'acier A36 et un au nickel sur 3 plaquettes de laiton. Les plaquages au zinc ont tous été faits à 2 A, à 23 degrés C et au même niveau d'agitation. Seul le temps variait, soit à 2, 7, 10, 13 et 5 minutes. Les plaquages au nickel ont été faits à 0,97 A, entre 44 et 66 degrés, soit environ 55 degrés C,
mais à 3 temps différents, soit à 5, 7 et 10 minutes. Le circuit était composé d'une anode et d'une cathode. Les cathodes en acier A36 ont été décapées dans une solution de 50% d'acide chlorhydrique, et les cathodes en laiton ont été décapées dans une solution à 10% d'acide sulfurique. Pour l'analyse par métallographie, les échantillons ont subi une coupe transversale avec une scie de précision. Ils ont été enrobés dans la bakélite et ont été polis jusqu'à 1 micron. Le plaquage des échantillons a ensuite été mesuré par le logiciel Clemex grâce à une routine permettant de mesurer plusieurs champs automatiquement. Quant à la fluorescence X, un mode d'analyse, mapping, a été utilisé. Ainsi, une moyenne des épaisseurs de la surface sera possible. Les échantillons ont été placés sur les carreaux du plateau afin d'analyser les échantillons automatiquement. Une sonde d'analyse de 15 microns a été utilisée puisqu'elle donne une bonne précision avec un temps d'analyse acceptable. Pour les courants de Foucault, l'analyse n'a pu être faite due à la pandémie du COVID-19, mais il était prévu de prendre plusieurs mesures sur la surface de l'échantillon afin de faire une moyenne. Il est important aussi de choisir la bonne sonde. Quant à l'absorption atomique, l'analyse n'a pu être faite due à la pandémie. Cependant, 6 solutions pour chaque type de plaquage auraient été faites. Une solution mère de 1000 ppm, 1 g par litre, et 5 solutions standards pour la calibration de l'appareil, soit à 100, 50, 20, 10 et 5 ppm. Le dépôt de zinc sera dissous dans 500 ml d'acide chlorhydrique à une concentration de 50%. Chaque échantillon doit être dans un bécher de 100 ml. Ensuite, il faut prélever 5 ml dans chaque bécher et les transvider dans 100 ml dans 5 autres béchers pour les diluer. Il faut ensuite installer la lampe à cathode creuse sur l'appareil et faire la courbe de calibration à l'aide des 5 solutions standards. Une fois la courbe créée, il faut analyser les 5 béchers inconnus et appliquer la formule à l'écran. Le nickel suivra les mêmes étapes, sauf que le plaquage doit être dissous dans une solution de 60% d'acide sulfurique. Lorsque l'on regarde les résultats, on remarque que l'échantillon 5, ayant un temps de 15 minutes, a une épaisseur moindre que l'échantillon numéro 2, ayant un temps de 7 minutes. Il est possible que l'échantillon numéro 5 ait été victime du phénomène de polarisation, car des bulles de gaz ont été observées à la surface de l'anode. L'agitation n'était peut-être pas assez importante pour déloger les bulles, ce qui empêchait l'anode de se dissoudre dans l'électrolyte. Cela a pu aussi diminuer la différence de potentiel du circuit. On remarque aussi que l'épaisseur de l'échantillon numéro 1 est approximative. Cela est dû au fait que le dépôt étant très mince, est aussi irrégulier et granuleux. Il est donc très difficile d'obtenir un résultat exact. Un polissage électrolytique aurait été plus avantageux afin d'obtenir un dépôt moins granuleux. On peut observer ici le dépôt granuleux et irrégulier de l'échantillon numéro 1 par rapport à l'échantillon numéro 2. Ici, on peut observer les échantillons 3 et 4. Bien que le dépôt soit irrégulier, il demeure mesurable. Ici, on observe l'échantillon numéro 5, ayant un dépôt qui devrait être beaucoup plus épais, mais malgré cela, il demeure mesurable, même s'il est irrégulier. Quant aux résultats obtenus par fluorescence X, les intensités varient en fonction de l'épaisseur de zinc, ce qui est en accord avec la théorie. L'épaisseur de l'échantillon numéro 5 n'a pas été compilée dans le graphique, puisqu'il a subi une anomalie et qu'il nuirait au graphique. Ainsi, une fois la courbe de détermination obtenue, un échantillon inconnu peut être déterminé grâce à celui-ci. Quant au plaquage de nickel, ils sont uniformes
et leur épaisseur varie en fonction du temps, ce qui est en accord avec la théorie. On observe ici les deux échantillons, l'échantillon numéro 1 et l'échantillon numéro 2. Leur plaquage est beaucoup plus uniforme que celui du zinc, mais demeure très mince. Il a été quand même possible de mesurer leur épaisseur. On observe ici l'échantillon numéro 3, plaqué au nickel. L'épaisseur est semblable à celle de l'échantillon numéro 1, plaqué au zinc. On remarque que celle-ci est beaucoup plus uniforme et beaucoup moins granuleuse que l'autre. La fluorescence X des échantillons plaqués au nickel varie tout aussi en fonction de l'épaisseur. Il pourrait aussi permettre d'identifier un échantillon inconnu, tout comme ceux du zinc. Lorsque l'on observe les métallographies du plaquage au zinc et au nickel, on remarque que la qualité du dépôt de nickel est grandement supérieure à celle du zinc. Ceci peut être lié au fait qu'il y a beaucoup plus d'ions de nickel, dû au sulfate de nickel et au dichlorure de nickel intégrés dans l'électrolyte. L'électrolyte du zinc ne contenait que du sulfate de zinc, ce qui pourrait en affecter la qualité du dépôt. Malheureusement, aucun résultat ne peut être cumulé pour l'absorption atomique et les courants de Foucault dû à la pandémie du COVID-19. Cependant, l'hypothèse était que les résultats seraient en accord avec les autres méthodes. Mais il y aurait une difficulté avec le plaquage au nickel pour l'absorption atomique et avec les courants de Foucault. Le problème avec l'absorption atomique aurait été de dissoudre le nickel sans attaquer le laiton. Pour pallier à ce problème, un nettoyage cathodique aurait pu être utilisé, mais il risquerait tout de même d'attaquer le laiton, mais moins sévèrement. Quant au courant de Foucault, il fonctionne mieux avec des métaux non magnétiques ou un métaux magnétique plaqué avec un métaux non magnétique, comme l'acier plaqué au zinc, puisqu'il est possible de mesurer l'atténuation du champ magnétique. Mais le nickel, étant magnétique, ne permet pas ce type de mesure. Il faudrait choisir une sonde convenable et une méthode adaptée à ce type de situation. Quant aux causes d'erreur, le plaquage peut être mu par une température trop ou pas assez élevée, une intensité trop ou pas assez élevée, une agitation trop faible ou un électrolyte pas assez concentré. La métallographie peut être mue par une coupe pas assez précise, un éclairage non adéquat, une routine Clémex non adaptée, ou faire des mesures sur des champs non représentatifs de la pièce. Puis, la fluorescence X peut être influencée par la taille de la sonde et du mauvais alignement des échantillons sur le plateau. En conclusion, les résultats de la métallographie sont en accord avec ceux de la fluorescence X. Bien que la fluorescence X soit une méthode par comparaison, une fois la courbe de détermination de l'épaisseur faite, il peut devenir la méthode par défaut. Cependant, la métallographie et l'absorption atomique sont des méthodes destructives, ce qui est moins avantageux par rapport à la fluorescence X et au courant de Foucault. Mais, point de vue rapidité, la méthode magnétique serait la plus avantageuse. Je voudrais remercier Jean-François Blackburn, Robert Bureau, Jean Rousseau et Martine Contois-Part pour leur aide et support lors du développement de ce projet. Merci pour votre écoute et bonne fin de session.